Et je voudrais lire, parmi tout ce qui a été dit sur son parcours remarquable, un titre et une phrase qui m'a vraiment frappée. Esther Duflo, professeure de lutte contre la pauvreté et d'économie du développement. Je n'avais jamais lu cela et je trouve ce titre exceptionnel. Alors, on dit plus loin, pour vous définir, que dans vos recherches, vous cherchez à comprendre la vie économique des pauvres dans le but d'aider à concevoir et évaluer les politiques et programmes sociaux. Vous travaillez sur la santé, l'éducation, l'inclusion financière, l'environnement et la gouvernance. Le titre de l'exposé de ce matin est « Vers un avenir équitable, économie, climat et pauvreté ». Nous voilà donc tout ouïe, réceptifs, très curieux d'entendre toutes ces pistes qui sont esquissées et qui le seront encore. Alors vraiment, je voudrais dire que dans un agenda extrêmement contraint, une vie trépidante, vous avez dit oui à notre invitation et vous êtes là pour nous ce matin. Un grand merci à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'avais essayé de changer de titre pour que ça fasse plus, ça ramène plus à l'abondance, mais manifestement j'ai envoyé la version N-1. Le titre que j'avais essayé de donner pour lier à l'abondance, c'est comment l'abondance pour les uns crée le dénuement pour les autres. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de climat et en particulier de l'impact du changement climatique sur les plus démunis du monde et en particulier sur le fait que ce changement climatique qui est le sous-produit, disons, de notre propre abondance, à la fois historiquement et de manière courante, crée de la pauvreté, défait les gains qui ont été faits dans le passé et cause de la peine, des morts, des difficultés aux enfants, etc. Pour nous donner quelques petits éléments de contexte, nous vivons en ce moment, enfin pas nous, mais le monde vit en ce moment une canicule importante en Asie du Sud, donc en particulier au Pakistan et dans le nord de l'Inde, où les températures frôlent 50 degrés centigrades. Les écoles sont fermées dans la plupart du Pakistan, enfin dans la province de Punjab au Pakistan, 26 millions d'enfants ne vont pas à l'école. Ça représente à peu près la moitié des enfants du Pakistan. En Inde, les enfants ont été envoyés en vacances d'été anticipées. Au total, 1 milliard d'enfants, c'est-à-dire à peu près la moitié des enfants du monde, vivent dans des pays qui sont très vulnérables au changement climatique. Juste quelques notes de contexte pour lier, disons, cet exposé aux conditions d'aujourd'hui même. Alors ce problème de chaleur, il ne vient pas de nulle part, évidemment, c'est le résultat des choix et des trajectoires qui ont été choisis en Europe puis aux États-Unis pour conduire à notre abondance d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement un problème historique. Les émissions responsables du changement climatique sont toujours dues au comportement actuel dans les pays riches, en particulier en Europe et aux États-Unis, mais disons en Europe pour ce qui nous concerne, et ce n'est pas seulement un problème historique. Alors si vous passez aux prochaines étapes, souvent on entend dire effectivement historiquement la révolution industrielle, puisque le changement climatique est dû au stock des émissions de carbone qui ont été émis dans toute l'histoire.
on peut se dire, oui, dans le passé, c'est vrai, historiquement, le choix de la révolution industrielle, de la dépendance aux énergies fossiles, etc., est responsable du changement climatique qui a lieu aujourd'hui. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est différent, c'est plus tellement à nous d'agir, nous, on fait vraiment ce qu'on peut, mais tout dépend maintenant de ce que fera la Chine ou de ce que fera l'Inde. Et c'est pas faux, parce que si vous voyez ici les émissions de pays, l'émission par pays, on voit que les États-Unis sont le plus fort émetteur de CO2 en bleu, et suivi immédiatement par la Chine. Mais si vous passez au prochain transparent, cette notion d'empreinte carbone qui est utilisée, celle qu'on lit dans les médias, celle qui est utilisée le plus classiquement, reflète les émissions de carbone par territoire. Donc la production du carbone par territoire. Donc quand vous chauffez votre maison, ou quand vous conduisez votre voiture, ou quand vous avez une usine qui fabrique des voitures. Or, cette notion d'empreinte carbone ne reflète que très partiellement l'empreinte carbone que vous avez. Imaginez par exemple de conduire votre voiture électrique sur l'autoroute. Par la première notion d'empreinte carbone, vous n'émettez rien, puisque vous n'utilisez pas de pétrole. Donc pas d'hydrocarbures, l'énergie. La deuxième notion d'empreinte carbone reprendrait en compte le carbone qui a été utilisé dans la fabrication de l'énergie qui va dans la voiture. Donc là, à nouveau, au fur et à mesure qu'on arrive à avoir des énergies de plus en plus propres, on réduit l'empreinte carbone. Mais la troisième, qui est celle qui est, disons, reflète de manière plus exacte le sous-produit de notre abondance, traduit aussi le fait que la voiture électrique en question a été fabriquée et que des émissions ont été produites au cours de la fabrication de cette voiture. Aujourd'hui, beaucoup des voitures électriques sont fabriquées en Chine. Donc la Chine émet des émissions au service de la consommation en Europe, pour ce qui est des voitures électriques, pas aux États-Unis, puisqu'il n'y en a pas qui sont importées et ça ne risque pas de se produire demain, mais pour ce qui est bien sûr, ça s'applique à beaucoup d'autres biens. Donc on peut passer au prochain slide, qui nous montre en fait sur une carte, il est très contrasté, donc en rouge, les pays qui importent, les pays ou les régions qui importent du CO2. Donc les États-Unis, mais aussi toute l'Europe continentale, importent du CO2, parce qu'on importe des voitures électriques, des habits, etc., qui sont fabriqués ailleurs. En bleu, les pays qui exportent du CO2. Donc si la Chine produit énormément d'émissions, c'est au service de fabriquer des biens qui sont consommés chez nous. Donc en réalité, notre véritable empreinte carbone, ce n'est pas du tout la production de carbone en Europe, qui baisse, c'est vrai, mais c'est la consommation induite par l'ensemble de nos choix chaque jour. C'est ça le vrai sous-produit de notre abondance. Alors la difficulté, c'est que c'est beaucoup plus difficile évidemment à mesurer une empreinte carbone totale au niveau individuel ou au niveau d'un pays que l'empreinte carbone production. Alors on ne peut le faire qu'en faisant des hypothèses diverses et variées, donc en fait en combinant des données de consommation à chaque niveau de revenu avec des données sur quelle est l'empreinte carbone de chaque panier de consommation, donc pour lequel il existe de nombreuses données. Donc ce travail permet de calculer pour chaque pays, à chaque niveau de revenu, quelle est l'empreinte carbone totale des individus, y compris leur consommation. Et quand on fait ça, on constate évidemment, puisque plus les gens consomment, plus ils polluent, que l'empreinte carbone est extrêmement inégalitaire, à la fois à l'intérieur des pays, où les gens plus riches polluent plus, émettent plus de CO2 que les gens moins riches, pas par unité de consommation, mais au total, et
entre les pays, puisque les pays riches consomment moins que les pays pauvres. D'ailleurs, historiquement, il y avait une plus grande différence entre les pays, mais aujourd'hui, puisque les inégalités augmentent dans tous les pays, que ce soit les pays riches ou les pays pauvres, l'inégalité à l'intérieur de chaque pays de consommation de carbone devient une partie encore plus importante de l'inégalité totale de consommation de carbone. Autrement dit, les milliardaires indiens émettent beaucoup de CO2, pendant que les personnes les plus pauvres en Europe émettent relativement peu de CO2. Donc, une fois qu'on a ces données, on peut passer au prochain transparent. On peut les mettre ensemble pour montrer qui est finalement responsable des émissions actuelles de CO2, qui consomme notre budget, le budget carbone de la Terre. Et la règle est assez simple, donc on peut ranger les gens, classer les gens par niveau de revenu ou par niveau d'émission, ce qui est la même chose puisque l'un est une fonction de l'autre. Et on a cette règle simple qui marche dans les deux sens, qui est que les 10% plus gros émetteurs de CO2 sont responsables à eux seuls de 50% des émissions, et les 50% plus faibles émetteurs de CO2, qui ne sont pas dans nos pays, qui sont dans les pays pauvres, ne consomment que 10%, ne sont responsables que 10% des émissions. Il n'y a pas de raison que ça marche dans les deux sens, mais il se trouve que ça marche à peu près dans les deux sens. Donc on voit cette très forte inégalité et donc le sous-produit de comment l'abondance crée le réchauffement de la planète. Si on passe au slide suivant, on peut le voir disons, sous la forme d'une carte. C'est fait des travaux qui sont faits par une équipe de Bruckner, où on voit plus la carte est bleue, plus les émissions sont faibles, plus les couleurs sont rouges, plus les émissions sont fortes. On voit évidemment les États-Unis en rouge écarlate, l'Europe en orange jaune et toute l'Afrique en bleu. Toute l'Afrique, disons, subsaharienne, moins l'Afrique du Sud elle-même. Un autre chiffre pour résumer cette carte, une personne qui est dans la moitié la plus pauvre de l'Afrique, dans les 50% les plus pauvres de l'Afrique, consomme 122 fois moins de CO2 qu'une personne dans le décile supérieur des revenus aux États-Unis. Donc à nouveau, c'est l'abondance qui crée, l'abondance des uns qui crée la pollution pour tout le monde. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut faire. Prochain slide. Ce qui signifie que, on peut peut-être passer au slide suivant, parce que j'ai déjà dit ce qui était là-dessus. Ce qui signifie que le sous-texte qu'on entend dans beaucoup de discussions politiques, qui est que, bon, c'est vrai que c'est dommage que les pays qui sont les pays pauvres aujourd'hui n'aient pas pu suivre le modèle de développement que nous on a suivi, mais là maintenant c'est trop tard. On ne peut pas se permettre qu'ils croient si vite, qu'ils nous rejoignent dans notre société d'abondance parce que ça détruirait la planète au passage. Ce discours est, disons, faux, puisque les personnes les plus pauvres consomment tellement peu de carbone aujourd'hui que même si on augmentait si on arrivait à augmenter le revenu de leur pays ou leur propre revenu pour éliminer la pauvreté, ce qui en principe est quelque chose qui est faisable. Donc si par exemple on réalisait l'objectif du millénaire qui est d'éliminer le nombre de personnes vivant dans la pauvreté extrême dans le monde, c'est-à-dire vivant sous 2 €, disons à peu près 2 € par jour et par personne, si on arrivait à complètement éliminer les pauvres, si on voit donc de combien leur consommation augmenterait et donc les émissions de carbone augmenteraient, éliminer complètement la pauvreté, c'est-à-dire faire en sorte que les 700 millions de personnes dans le monde qui aujourd'hui vivent avec moins de 2 € par jour et par personne passent à 2 €, n'augmenteraient les émissions carbone que de 2%. Donc il n'y a pas du tout d'arbitrage, de choix à faire entre une prospérité plus grande pour des personnes qui en ont désespérément besoin dans les endroits les plus pauvres du monde et la préservation
de notre environnement pour le futur. Donc j'ai dit que c'est l'abondance des uns qui causait le problème du changement climatique. Mais le titre auquel j'avais pensé, c'est que l'abondance des uns crée le dénuement pour les autres. Donc, à quoi je faisais référence dans ce cas-là? Je faisais référence au fait que quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte aujourd'hui, parce qu'on entend rarement en fait, parler de changement climatique hors de canicule en France, que en réalité les impacts du changement climatique sont déjà ressentis aujourd'hui, mais le seront de plus en plus dans les décennies à venir, dans les régions les plus pauvres du monde. On peut changer de transparent. J'ai parlé des écoles qui étaient fermées. Ça fait écho pour moi à donc, cette série de livres pour les enfants que j'ai écrits et qui sont illustrés par Cheyenne Olivier. Cheyenne Olivier qui est diplômée des Arts Déco de Strasbourg, donc, qui jusqu'à récemment habitait et étudiait ici. On a gardé une grande affection pour Strasbourg. Et donc il se trouvait que ce dessin était très approprié à la manière dont j'ai commencé mon exposé. Une des premières victimes du réchauffement, ce sont donc les enfants qui vont à l'école dans des écoles qui ne sont pas conditionnées. Au pire, elles sont fermées, comme ça se passe aujourd'hui au Pakistan. Mais même si elles ne sont pas fermées, les enfants ont beaucoup de mal à étudier quand il fait très chaud. Et d'ailleurs, dans les années chaudes, se traduit par des performances aux examens beaucoup plus faibles. Que ce soit aux États-Unis, en tout cas dans les écoles qui n'ont pas l'air conditionné, qui sont les écoles les plus pauvres, ou en Éthiopie où personne n'a l'air conditionné. On peut passer au slide suivant. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'ai noté, 1 milliard d'enfants vivent dans des pays vulnérables au changement climatique. Des millions d'enfants, juste cette année, enfin cette semaine, sont hors de l'école à cause de ça. On sait, à cause du Covid, justement, les conséquences que les fermetures d'écoles ont sur les enfants. Continuons. Au-delà de ce qui se passe on peut continuer au-dessus. Au-delà de ce qui se passe donc pour les enfants, le changement climatique affecte surtout les pays pauvres. Pourquoi? D'abord parce que les pays pauvres sont souvent dans des endroits où il fait déjà chaud. Donc aujourd'hui, vous voyez ici les températures aujourd'hui, enfin les températures en 2020, et en particulier le nombre de jours au-delà de 35 degrés qu'on a dans l'année. Donc plus c'est rouge, plus il y a de jours chauds, qui sont, disons, dommageables pour la santé humaine, pas vraiment compatibles avec la vie humaine, en particulier s'il fait humide en plus. Prochain slide. Le prochain slide montre le nombre de jours très chauds, l'augmentation du nombre très chaud qu'on verra, et on voit qu'il y aura plus de jours très chauds à cause du changement climatique. Il y aura plus de jours très chauds dans les 20 années à venir, et encore plus dans les 50 années à venir, je pense que c'est dans les pays les plus pauvres. On peut passer à donc ça c'est maintenant, d'ici 2050, on voit la région du Sahel, toute l'Afrique de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au Soudan, Somalie, Éthiopie, etc. Et de l'autre côté, le nord du Brésil, puis le nord de l'Asie du Sud, nord de l'Inde, Pakistan, Bangladesh, qui deviendront des endroits extraordinairement chauds. Le Bangladesh, en plus, il y a certaines de ces régions qui sont très humides. Le Bangladesh sera sans doute l'endroit où il deviendra le plus difficile de vivre, avec des combinaisons de température et d'humidité qui fait que le corps n'arrive pas du tout à se rafraîchir. Prochaine étape. Donc ça, c'est le premier problème, tout simplement un problème de géographie. C'est vrai que la Terre ne se réchauffe pas de manière tout à fait uniforme, elle se réchauffe en fait un petit peu plus rapidement au pôle, mais c'est quand même le fait que ces projections, qui ici nous viennent du GIEC, montrent que les températures il y aura plus de températures plus élevées dans des endroits qui sont déjà chauds. Or, l'effet de la température, évidemment, n'est pas monotone. Si on passe de 20 à 22 une journée de printemps, c'est agréable. Si on passe de 32 à 34, ça devient désagréable. Si on passe de 45 à 47, on passe du vraiment difficile à potentiellement mortel.
Donc les effets sont de plus en plus, les effets de 2 degrés de plus, 4 degrés de plus, sont de plus en plus importants quand ça nous fait passer au-delà de seuils qui sont pas vraiment, pour lesquels le corps humain n'est pas vraiment adapté. Ça, c'est le premier problème. Et il se trouve que les pays pauvres sont à la fois peuplés et dans ces zones extrêmement chaudes. Deuxième problème, c'est que les pays pauvres sont moins équipés pour se protéger contre ces températures élevées. Pourquoi ? Imaginez la différence entre un jour à 35 degrés dans une campagne du Pakistan, comme on a en ce moment, enfin plutôt 45 degrés dans une campagne du Pakistan, et à Miami, où il fait aussi très chaud en ce moment d'ailleurs. À Miami, quand il fait très chaud, les personnes vont de leur maison qui a l'air conditionné à leur bureau qui a l'air conditionné, dans leur voiture qui a l'air conditionnée, et c'est pas agréable parce qu'ils ne peuvent pas aller à la plage, mais ils survivent. Ils peuvent même travailler, ils perdent assez peu, que ce soit en productivité ou en qualité de vie. S'il fait 45 ou 47 au Pakistan, pour les personnes pauvres, n'ont pas l'air conditionné chez eux, donc ne peuvent pas, les nuits restent chaudes, ne peuvent pas se rafraîchir même la nuit, sont obligés de continuer à travailler. S'ils travaillent dehors dans un chantier de construction, ou parce qu'ils sont vendeurs dans un marché, ou parce qu'ils sont agriculteurs, ils ne peuvent pas arrêter leur travail juste parce qu'il fait chaud, et donc se mettre dans des conditions, ils ont beaucoup plus de chances de devenir malades, d'avoir un coup de chaud ou de mourir. Aujourd'hui, on en parle dans les journaux, que ce soit les journaux internationaux ou les journaux du Pakistan ou de l'Inde, du nombre de gens qui commencent à affluer dans les hôpitaux parce que ces jours-ci, là, ils sont victimes de coups de chaud. Alors, ce n'est pas du tout anecdotique, et ce qu'on peut montrer, grâce au fait que, même si le changement climatique n'est pas encore arrivé complètement, on est sur le chemin, il y a eu des variations de température. Il y a des variations de température tous les ans, donc il y a des jours où il y a des années où il fait plus chaud, des années où il fait plus frais, qui varient un peu d'un endroit à l'autre. Donc en comparant des régions voisines où il se trouve par exemple des districts de l'Inde ou des districts du Pakistan ou des régions en Afrique où il fait un petit peu plus chaud ou un petit peu moins chaud une année ou l'autre, on peut regarder l'effet de plus de jours au-delà de 35 degrés, ce seuil dont je vous parlais, sur la mortalité. Et il y a donc une équipe centrée à Chicago, le Global Impact Lab, qui l'a fait donc, pour 20 000 régions du monde, toutes petites régions du monde, puis ensuite extrapolée à la planète entière, qui nous donne cette carte. Cette carte, c'est quel est l'effet d'un jour de plus à 35 degrés sur la mortalité. Et donc vous voyez que les endroits où il fait très froid, comme l'Alaska ou la Russie, si tout d'un coup il se met à faire 35 degrés très fréquemment, il y aura beaucoup de morts parce qu'ils ne sont pas du tout habitués à ça. Pensez à la première canicule en France, où on n'était pas du tout prêts, les gens ne sont pas allés téléphoner à leur grand-mère pour vérifier que tout allait bien, et il y a eu beaucoup de morts cette année-là. Il n'y en a pas eu dans les vagues suivantes, enfin beaucoup moins dans les vagues suivantes, bien qu'elles aient été aussi graves en termes de température, mais on était mieux préparés. Donc, d'une part, l'habitude de la température vous permet de vous équiper et de vous habituer, de savoir quoi faire. Bon, ça c'est une chose. Au fur et à mesure que le changement climatique se rapproche de nous, l'habitude, on va l'acquérir malheureusement. Mais il y a un deuxième facteur qui est très apparent sur cette carte, c'est la pauvreté. C'est-à-dire, si vous habitez au Pakistan, vous avez l'habitude, vous savez ce qu'il faut faire, mais vous ne pouvez pas le faire. On vous dit qu'il ne faut pas aller travailler quand il fait 45 degrés, mais en même temps, il faut quand même aller travailler quand il fait 45 degrés, sinon comment vous nourrissez votre famille? Donc le deuxième facteur, c'est la pauvreté. La personne, plus les pays sont pauvres, plus les régions sont pauvres, plus la mortalité est forte dans les périodes de canicule. Et c'est ce que reflète cette carte, où vous voyez du trait rouge en Alaska et au Groenland, et du trait rouge, mais aussi du trait rouge dans quasiment toute l'Afrique, parce que bien qu'ils savent ce qu'il faut faire, ils ne sont pas bien adaptés pour le faire. Un pays comme la Mongolie, qui est à la fois pauvre et froid, souffrirait énormément d'un passage à beaucoup de jours à 35 degrés. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, et ce qui est dans l'objet du prochain Transparence, c'est de mettre les deux ensemble, c'est-à-dire les pays pauvres sont dans des endroits où il y aura plus de jours où il fait chaud, et
ils auront plus de mal à se protéger contre cette chaleur parce que justement, ils n'ont pas l'abondance qui leur permet de le faire. Et on obtient cette carte qui est extrêmement frappante, à mon avis. Si vous devez garder une chose de cet exposé, gardez cette carte, qui est quel est le coût estimé en termes de mortalité des projections de changement climatique que nous donne le GIEC, ici pour l'année 2100. Donc plus c'est rouge, plus on s'attend à des mortalités importantes. Puis dans les bleus, c'est qu'en fait, c'est des gains en termes d'espérance de vie. Alors pourquoi la Suède est bleue? Parce que leurs étés seront plus chauds, mais à partir d'étés relativement frais, donc ce n'est pas très grave. Mais leurs hivers seront moins froids. Or, il se trouve que le froid, ça tue aussi. Donc, cette cruauté du changement climatique, c'est que c'est les pays qui sont responsables, les plus responsables du changement climatique, vous voyez aussi le nord des États-Unis, le Canada, qui vont en bénéficier en termes de vie humaine. Il y aura d'autres coûts, évidemment, sur le mode de vie, etc., mais qui, en moyenne, en termes de vie humaine, vont bénéficier des changements climatiques grâce aux hivers plus doux qu'il amènera. Tandis que, si vous regardez donc, toute l'Afrique du Sahel, mais aussi toute de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au Soudan, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Burkina Faso, tous les pays dont on parle et qui ont déjà d'énormes difficultés, sont les plus rouges, parce que ce sont ceux qui souffriront le plus de ces températures extrêmes. Il ne s'agit ici que de température, donc on ne parle pas des autres effets plutôt plus catastrophiques, ceux dont on entend plus parler, mais qui en fait aujourd'hui tuent moins de monde, mais auront quand même des effets, les inondations, les autres désastres potentiels. Même pour les températures, si vous regardez les petites courbes là en forme de cloche, ça nous donne une indication de l'étendue de notre ignorance, dans le sens où les projections du GIEC sont assorties d'une certaine dose d'incertitude. Donc, pour chaque projection possible, les chercheurs ont refait les calculs. Et on voit par exemple à Accra une moyenne, disons, à peu près une centaine de morts en plus pour 100 000 personnes, mais des scénarios potentiellement meilleurs ou bien pires. Alors, qu'est-ce que ça nous donne en moyenne? Je pense qu'on peut passer au prochain transparent. En moyenne, si on regarde les barres grises, on obtient ce résultat, c'est que d'ici 2100, si on continue sur notre trajectoire d'émissions, donc si on choisit le modèle d'abondance qui a été choisi jusqu'à maintenant, on arrive à une augmentation de la mortalité en moyenne dans le monde de 73 personnes pour 100 000. Alors ça ne paraît pas beaucoup, donc je vais essayer de l'illustrer. Ça représente quand même 6 millions de personnes par an dues aux températures. 6 millions de personnes par an, c'est autant que toutes les maladies infectieuses combinées aujourd'hui ou autant que tous les cancers, mais moins que les maladies cardiovasculaires. Vous voyez les barres bleues, là, les maladies infectieuses et le cancer sont les deux petites barres à la fin. Donc c'est comme si on éliminait, si on arrivait à gagner la guerre contre le cancer, qu'on réglait le problème du cancer une fois pour toutes. C'est l'équivalent c'est comme si d'annuler cette victoire si on l'a gagnée. Donc pour dire que ce n'est pas négligeable. C'est encore évitable, puisque si on arrivait à passer de ce scénario d'émissions élevées qui nous amène à un réchauffement de 4 degrés à un scénario beaucoup plus faible, même pas le plus faible, moyen, la mortalité baisse très, très considérablement. Vous voyez la toute petite barre grise. Pourquoi passer d'émissions fortes à émissions moyennes, même sans avoir des gains énormes, a un effet tellement important sur la mortalité? Parce que justement, c'est vraiment les températures très élevées qui tuent. Donc il ne s'agit pas, c'est pas la perfection dont on a besoin pour régler ce problème qui est quand même fondamental, c'est juste de faire un peu mieux.
par rapport à la trajectoire dans laquelle on est engagé aujourd'hui. D'autre part, toutes ces morts, comme vous l'avez sans doute vu sur la carte, ont lieu, d'après les estimations, en moyenne dans les pays riches, dans les pays pauvres, pardon, ce qui ne signifie pas que des personnes peuvent mourir de chaleur dans les pays riches, mais elles seront compensées par des personnes qui ne mourront pas de froid. Donc en moyenne, toutes les morts additionnelles auront lieu dans les pays pauvres, et évidemment parmi les pauvres des pays pauvres. Donc c'est pour ça que je voulais dire que c'est notre abondance, puisque les émissions sont dues aux riches des pays riches et aux riches des pays pauvres, qui causent le dénuement le plus extrême de perdre sa vie pour ceux qui aujourd'hui ont le moins. Next, on peut passer au prochain. Du coup, qu'est-ce que ça implique comme responsabilité à des citoyens riches, et en particulier des pays riches, et est-ce qu'on peut essayer de mettre un prix? Alors évidemment, c'est quand même très difficile de mettre un prix sur la vie humaine, et je ne vais pas essayer de le faire exactement, mais il est quand même bon pour le discours, disons, politique, de se poser cette question. Alors comment on peut y arriver? On peut y arriver parce que, en fait, il existe un prix que les pays riches mettent aux vies humaines dans les pays riches, statistiquement, pas à une vie individuelle, mais à une vie statistique. Pourquoi il existe? Parce que à chaque fois qu'on se pose une question, par exemple, de rajouter une bretelle à une autoroute, ou de fermer, prenons l'exemple de la bretelle d'autoroute d'abord, on va rajouter une bretelle à une autoroute, ça a des coûts. D'abord parce qu'il faut construire la bretelle, ensuite parce que les gens vont aller moins vite, ensuite, donc tout ça, ça crée des coûts. Comment savoir si ça vaut le coup? Eh bien, les administrations utilisent un chiffre, c'est quelques millions d'euros par vie humaine. Aux États-Unis, pour l'Europe, pour la France, je n'ai pas réussi à trouver le chiffre, mais pour les États-Unis, c'est 7 à 10 millions de dollars par vie humaine. Pour dire, voilà, si ça sauve suffisamment de vies, ça vaut le coup. Ça paraît un argument très difficile à faire, mais en réalité, il est fait constamment. Donc, par exemple, pendant le Covid, est-ce qu'on ferme les écoles? Est-ce qu'on ferme les business? Ça a un coût, puis en même temps, ça risque de sauver les vies humaines, donc on fait le calcul autant qu'on peut. Justement sur les régulations environnementales, les pesticides, les limitations qu'on peut mettre sur les entreprises chimiques ou le nucléaire, etc. On se pose des questions de cet ordre-là. Donc ce qu'on peut faire, c'est, OK, on prend ce coût, à peu près 10 millions. Avec ce coût, on peut dire, donc qui est le coût qui est utilisé dans les pays riches pour une vie humaine dans les pays riches. Pas de raison de penser qu'une vie humaine dans les pays pauvres vaut moins que ça. Et on va calculer une tonne de carbone, ça a un effet, c'est à peu près les effets des tonnes de carbone dans les modèles sont étonnamment linéaires. C'est-à-dire une tonne de carbone, ça a le même effet que la tonne de carbone d'avant. Donc c'est une tonne de carbone de plus conduit à une augmentation, à un changement, entre dans la grande machine du changement climatique, conduit à une augmentation de température de temps, qui conduit à une augmentation de la mortalité, qui a un prix, et ça nous permet de donner un coût à une tonne de carbone, qui est le coût social de la peine, disons, infligée, simplement en termes de vie humaine. Évidemment, il y a d'autres coûts. Si on voulait prendre le coût total du carbone, on introduirait plein d'autres facteurs. Mais 37$, c'est une manière de représenter l'effet d'une tonne de carbone de plus en termes de vie humaine, qui est entièrement infligée dans les pays pauvres. Donc si on prend ce chiffre de 37$, qui est d'ailleurs une barre faible, si on prend ce chiffre de 37$, qu'on le multiplie par les émissions totales, qui sont le sous-produit de notre abondance, dans les émissions de empreinte carbone complète, l'estimation de l'empreinte carbone totale complète,
on arrive à un chiffre de à peu près 500 milliards de dollars par an. Donc aujourd'hui, pour ce qui concerne l'Europe et les États-Unis. Donc aujourd'hui, l'Europe et les États-Unis combinés infligent chaque année un dommage de 500 milliards de dollars par an en termes de vie humaine uniquement aux citoyens les plus pauvres du monde, qui sont surtout dans les pays pauvres. Alors ça paraît beaucoup, 500 milliards de dollars, c'est à peu près 10 fois le budget de l'aide extérieure américaine, c'est plus que toute l'aide bilatérale qui est donnée aujourd'hui. Donc est-ce que c'est juste un chiffre auquel on n'arrivera jamais ou impossible? Next. Alors, l'environnement politique n'est pas forcément extrêmement favorable. Donc, c'est une photo de John Kerry, qui est l'ambassadeur, qui était jusqu'à récemment l'ambassadeur de Joe Biden pour le climat, qui a bien mis les cartes sur la table en disant que the US, under no circumstance, will pay climate reparations. Donc, il n'y a aucune circonstance dans laquelle les États-Unis paieront des réparations pour le climat. Alors, quand il parle de réparation, en fait, il pense au passé. Tout le stock, certaines personnes disent, voilà, il faudrait compenser le reste du monde pour tout le stock de carbone dans l'atmosphère, puisque c'est aussi le passé continue d'influencer le climat aujourd'hui. Bon, mais là, manifestement, ça ne va pas marcher. Donc, comment on peut faire si ce n'est pas ça? Prochaine. Juste pour dire que John Kerry c'est pas juste qu'il est pessimiste. Jusqu'à maintenant, on n'a pas fait la preuve d'être extraordinairement capable de solidarité vis-à-vis des problèmes du reste du monde. Donc pendant le Covid, pendant que les pasteurs étaient chez eux à communier ensemble, beaucoup de gens ont perdu leur emploi, ne pouvaient pas travailler, etc. Dans les pays riches, il y a eu une réalisation très rapide qu'on ne pouvait pas laisser les gens mourir de faim parce qu'ils ne pouvaient pas travailler et qu'il fallait continuer, par exemple, à payer les pasteurs pour qu'ils puissent communier ensemble et les autres à faire d'autres choses depuis chez eux autant que possible. Enfin, il y a beaucoup de travail qu'on ne peut pas vraiment faire depuis chez soi. Donc on a compensé dans les pays riches, on a compensé les gens, que ce soit en les payant à rester chez eux ou que ce soit aux États-Unis par exemple avec l'assurance chômage très généreuse. Quoi qu'il en coûte au niveau mondial, sauf que pas au niveau mondial, que dans les pays riches. Les pays riches ont dépensé, d'après le FMI, 27% de leur PIB en mesures de soutien à leur population pendant le Covid, avec succès. La pauvreté n'a pas augmenté en Europe, a réduit aux États-Unis pendant le Covid, en fait, parce que les transferts étaient extrêmement efficaces. Mais les pays pauvres, qui auraient peut-être sûrement même souhaité aussi faire quoi qu'il en coûte, n'étaient pas capables de le faire, puisqu'ils ne peuvent pas aller emprunter sur la place publique en disant « donnez-nous, s'il vous plaît, des sous pour qu'on puisse compenser nos citoyens ». Et donc les pays pauvres, vous voyez là en rouge sur la carte de gauche, ont dépensé 2% de leur PIB en mesures de soutien à leur population pendant le Covid. Si les pays riches avaient voulu aider les pays pauvres à faire quoi qu'il en coûte à leur mesure, ça aurait été possible. J'ai calculé par exemple que si les États-Unis avaient voulu rajouter à leur facture quoi qu'il en coûte, de quoi amener toute l'Afrique subsaharienne au niveau de 27% du PIB, ça leur aurait coûté l'équivalent de 10% de plus de la facture d'à peu près 4 trillions de dollars qu'ils ont dépensé pour eux-mêmes pendant le Covid. Donc 10%, c'est pas rien, mais enfin c'est quand même faisable. Ça paraît un peu dans l'espèce d'océan de dépenses qui était faite à ce moment-là, ça aurait été possible. Et en fait, il y a eu très peu d'augmentation des flux financiers des pays riches vers les pays pauvres pendant la période du Covid. Du coup, d'ailleurs, à la sortie du Covid, les économies des pays riches ont pu redémarrer extrêmement rapidement,
les économies des pays pauvres n'ont jamais vraiment redémarré parce que les gens sont tombés dans des trappes de pauvreté pendant la crise du Covid et ils sont encore en train d'essayer d'en sortir. Et du coup, ces pays pauvres étaient vraiment beaucoup moins bien placés pour affronter les crises qu'on suivit, y compris l'inflation, la crise de dette, etc. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, vous le connaissez tous, c'est celui des vaccins. Il y a eu un effort de créer une institution internationale COVAX pour acheter des vaccins pour les envoyer dans les pays pauvres. Et puis immédiatement après la création de COVAX, les pays riches se sont empressés de faire des stocks de vaccins pour plus que toute leur population, ce qui fait que COVAX n'a jamais vraiment pu acheter quoi que ce soit. Et donc les vaccins n'ont pas été partagés non plus. Prochaine. Donc on n'est pas très fort à partager la réponse à un problème commun. Alors si vous avez suivi, si vous connaissez bien l'actualité du climat, vous avez peut-être suivi des discussions sur le fonds pertes et dommages, et là vous vous dites mais non, mais c'est quand même mieux, il y a quand même un fonds pertes et dommages dans le cadre de la COP. Alors qu'est-ce que c'est que le fonds pertes et dommages? C'est l'idée justement que les pays riches doivent aider les citoyens des pays pauvres à s'adapter au changement climatique en leur donnant de l'argent, pas pour atténuer, pas pour faire une transition verte, mais littéralement pour protéger leurs citoyens. Donc c'est vraiment dans l'idée dont je viens de parler. Les pays riches doivent 500 milliards de dollars par an aux pays pauvres pour les dommages qu'ils leur infligent. Donc peut-être c'est ce fonds qui est la réponse. Ce fonds, donc le même John Kerry, qui ne veut pas payer de réparation, ne veut pas non plus qu'il y ait une obligation à contribuer au fonds. Donc le fonds a été voté en novembre dernier sans aucune obligation, sans aucun principe de combien les pays doivent mettre. Mais heureusement, il y a eu un élan de générosité juste après la création du fonds qui a conduit à mettre 700 millions de dollars dedans. Donc 700 millions de dollars, c'est un facteur de 1 millième de ce qu'il faudrait mettre chaque année. D'autre part, ces 700 millions de dollars sont essentiellement des étiquettes, des nouvelles étiquettes mises sur des transferts de fonds qui se seraient produits de toute façon. Donc ce fonds pertes et dommages, pour l'instant, il est vide en fait, complètement vide. Autre source d'inquiétude, c'est que ce n'est pas la première fois, le fonds pertes et dommages, qu'on se dit qu'il faudrait quand même faire quelque chose pour les pays pauvres. À la conférence, à la COP de Copenhague, il y a donc maintenant plus d'une dizaine d'années, il a été décidé qu'il y aurait un engagement de 100 milliards de dollars par an des pays riches vers les pays pauvres pour les aider à faire face au changement climatique. Ces 100 milliards, d'une part, n'ont jamais été atteints. D'autre part, dans la mesure où ils ont été atteints sous la forme de prêts, pas de dons. Et souvent, il y a un article récent de Reuters qui montre que ces prêts sont presque souvent non seulement à des taux d'intérêt élevés, mais en plus assortis d'obligations d'achat du prêteur pour des projets d'atténuation du changement climatique. Or, une tonne de carbone produite en Afrique, c'est la même chose qu'une tonne de carbone produite en France. L'effet sur moi, ma vie future, celle de mes enfants, etc., est juste la même. Donc en fait, ces 100 milliards de dollars, on les prête à des taux élevés pour acheter des machines japonaises ou françaises ou américaines pour atténuer le changement climatique qui est finalement, dont on a besoin nous aussi, au même titre. Donc, pas du tout la manière dont on s'acquitte de notre responsabilité vis-à-vis des pays pauvres. Donc, du coup, toutes ces pistes n'ont pas vraiment fonctionné. D'une part, l'obligation n'est pas possible. D'autre part, le volontariat n'amène à rien. Donc, comment sortir de cela? Alors, beaucoup de pistes ont été proposées, en particulier à la conférence de Paris en juin dernier. À mon sens, la plupart de ces pistes ne vont pas forcément lever assez, sont beaucoup de travail pour pas grand-chose. Donc moi, je propose deux pistes pour sortir de... on peut passer à la
pour sortir de cette espèce de débat qui est un petit peu infructueux, qui existe aujourd'hui dans les négociations climatiques internationales, qui sont que d'une part, les pays riches refusent absolument l'obligation, d'autre part, les pays pauvres disent « nous, on ne fera rien sur l'atténuation tant que vous ne faites pas d'efforts, tant que vous ne engagez pas vraiment sur des flux financiers ». Et de dire, ok, si les pays riches ne veulent pas s'obliger, mais en même temps, pour une somme qu'ils ne savent pas forcément comment lever, mais qu'en même temps, volontairement, sont incapables de faire voter par leurs citoyens des lois de budget, en fait, pour mettre dans le budget chaque année qu'il faut envoyer des transferts au reste du monde. Pourquoi ne pas créer de nouvelles sources, de nouveaux flux financiers sur lesquels personne aujourd'hui n'a la main, puisqu'ils n'existent pas encore, et qu'on pourrait affecter à cet usage, et qui donc ferait une source constante de financement pour ce fonds. Et est-ce qu'on a des instruments qui permettent de lever assez? Et donc je propose de travailler sur deux instruments. L'un, c'est l'impôt minimal sur les sociétés multinationales qui existe déjà. Il a été voté par 137 pays et il est en œuvre aujourd'hui dans une quarantaine de pays depuis janvier, qui est un impôt socle sur les plus grandes multinationales. Il vise à peu près 200 multinationales dans le monde seulement, pour les imposer pour un impôt minimal sur leurs profits de 15%, où que soient réalisés les bénéfices, que ce soit en Irlande, où les taux étaient plus bas, où donc Google est installé en Irlande, parce qu'ils avaient un taux à 10% qui leur faisait gagner énormément d'argent sur les impôts. Donc en principe, tout le monde s'est harmonisé sur un minimum de 15%. Mais 15%, en fait, c'est très bas comme chiffre. Le chiffre original qui avait été proposé à la fois par les États-Unis et la France pour l'impôt minimal, c'était 21%. Donc ma première proposition, c'est de dire, bon, 21%, manifestement, c'était faisable, puisque c'était ce qui était proposé originalement. Est-ce qu'on peut faire passer de 15 à 21 et prendre les 6% supplémentaires et les envoyer dans ce fonds? Si on faisait ça, ça lèverait à peu près 250 milliards de dollars. Deuxième chose, le EU Tax Observatory, donc, qui est dirigé par Gabriel Zucman à l'École d'économie de Paris, a proposé en octobre un impôt sur les 3000 plus riches personnes du monde, donc les 3000 plus riches milliardaires du monde. Je peux vous assurer qu'il n'y en a pas dans cette salle. C'est vraiment très peu de gens. Un impôt sur leur fortune qui serait payé, enfin qui porterait sur leur fortune de 2% par an. Alors à quoi ça correspond un impôt de 2% par an sur la fortune? Ça correspond en fait à un impôt sur le revenu de cette fortune d'à peu près un tiers, puisque les fortunes sont investies dans le marché, et disons qu'au minimum gagnent 6% par an en termes de taux d'intérêt. Un tiers de 6% par an, ça fait à peu près 2%. Donc c'est pour ça que c'est 2%, mais vous pouvez me demander, mais attendez, ils ne les payent pas déjà? C'est 30% sur leurs revenus de leur fortune. Et en fait, non, ils ne les payent pas, puisque l'impôt sur la fortune, les revenus financiers sont très très mal imposés, parce que tant qu'ils sont réinvestis, en fait, ils sortent jamais, et du coup, ils arrivent jamais sous la forme de revenus imposables. Donc, par exemple, quelqu'un comme Elon Musk, quand il veut consommer, il ne se paye pas un salaire, il emprunte sur sa fortune. Et comme il emprunte sur sa fortune, il ne paye pas d'impôt sur le revenu sur sa fortune. Pendant la pandémie, Jeff Bezos avait fait une déclaration d'impôt qui avait tellement peu de revenus qu'il était éligible pour les allocations familiales, qu'il a d'ailleurs reçues. Donc tout ça, les gens ça commence à bouger, à lui dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, donc que plus on est riche, moins on paye d'impôts, ce qui est vraiment le cas.
Donc cette idée, c'est de dire, la question n'est pas d'être revanchard ou même de demander aux plus riches de redistribuer toute leur fortune. On pourrait aussi se poser cette question-là, mais là on est dans le pragmatisme, mais de dire, et si vous payez les mêmes impôts que tout le monde, 30% sur votre revenu, c'est même plutôt la fourchette basse. Donc ça correspondrait à 2% sur la fortune. Ces impôts, ces fortunes que les milliardaires font, elles ne sont pas réellement... il n'y a pas vraiment de raison que les impôts appartiennent au pays de la nationalité de ce milliardaire ou au pays où le milliardaire habite, parce que ces fortunes, elles sont faites sur le monde. La production qui sous-tend ces fortunes-là est faite partout dans le monde, la consommation est faite partout dans le monde. Donc il n'y a pas de raison que l'impôt n'appartienne pas aussi au monde sur ces fortunes extraordinairement multinationales. Le réchauffement climatique qui est dû à toutes les consommations qui fuelent ces empires affecte le monde entier. Donc si on arrivait à mettre cet impôt en place, on lèverait à peu près 250 milliards également. Donc en combinant ces deux-là, on arrive à peu près à 500 milliards. Donc on voit que ce n'est pas si compliqué que ça. On peut aller au... j'ai déjà expliqué ce qui est... Donc ça, c'est les chiffres qui sous-tendent ce que je viens de dire. On peut passer à la... Alors, est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est potentiellement possible? Bien, en avril, je suis allée à Washington aux réunions du G20. Le G20, c'est donc le groupe des 20 plus grosses économies. Donc ça réunit non seulement les pays riches qui sont dans le G7, mais aussi les pays moins riches, comme l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud. Et cette année, c'est le Brésil qui a la présidence du G20. Et ça, c'est le ministre des Finances du Brésil. Le Brésil a mis sa présidence du G20 sous le thème d'un monde soutenable et solidaire. Donc il y a ces deux piliers, il y a un effort pour une alliance contre la faim. Et donc ils ont, à la réunion de février au Brésil, ils ont pris sur eux cette idée d'un impôt sur les milliardaires. Et en avril, quand j'y suis allée, ils ont repris, donc ils m'ont invité pour présenter au ministre des Finances du G20 cette idée que donc la combinaison de l'impôt sur les milliardaires et d'une augmentation légère de l'impôt sur les multinationales pourrait permettre de financer un fonds comme celui-là. Alors, est-ce que je pense que ça veut dire que ça y est, c'est fait, ça va se faire? Pas du tout. Janet Yellen s'est exprimée dans la presse il y a 2 ou 3 jours pour dire qu'il n'en était pas question et qu'elle allait aller au G7 pour dire qu'elle était contre qu'un processus commence, pour même en discuter, donc on n'est pas arrivé. Enfin, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et il y a donc au moins le débat a commencé. Et prochaine slide. Ce qui me fait penser que c'est possible, c'est que, évidemment, ce genre de choses n'est pas possible sans soutien de la population, parce qu'il faut que il faut qu'il y ait une pression citoyenne sur les dirigeants pour qu'ils votent pour ce genre de choses, pour que ça se passe aussi bien au niveau européen, ici à Strasbourg, qu'au niveau de chaque pays. Et en général, les gens n'aiment pas trop les impôts. Quand on leur pose des questions sur qu'est-ce que vous pensez de telle ou telle mesure, moi, je n'aime pas trop les impôts. En particulier, ils n'aiment pas du tout l'idée d'une taxe carbone. Mais, vous voyez vers le bas du slide, ou si vous ne voyez pas, je vais vous dire ce qu'il y a écrit. C'est une enquête qui a été faite par Adrien Fabre et un groupe du CNRS et avec un groupe de chercheurs qui demandent sur des dizaines de milliers de gens dans le monde entier, enfin dans les pays riches, qu'est-ce que vous penseriez d'une taxe sur les millionnaires pour financer un fonds d'adaptation dans les pays pauvres? Alors c'est les millionnaires en plus. Alors les millionnaires, il y en a vraiment beaucoup plus que des billionnaires, que des milliardaires. Les gens peuvent se sentir concernés potentiellement. Même les millionnaires, 84% des Européens et 69% des Américains trouvent que c'est une bonne idée.
Donc on pourrait penser que les milliardaires ils seraient encore plus favorables. Et donc s'il y a une pression, s'il y a vraiment une pression sur les hommes et les femmes politiques pour rendre cela possible, on peut penser que ça pourra se faire, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais dans les prochaines années, et c'est certainement quelque chose sur lequel je compte travailler. Prochain slide. Une fois que... on peut passer au prochain slide aussi. Alors une fois qu'on aura ces 500 milliards de dollars par an, d'ici quelques années, qu'est-ce qu'on en fera? Je pense que c'est aussi une question importante, parce que justement pour obtenir l'adhésion, que ce soit des hommes et des femmes politiques ou des citoyens, des citoyennes, pour lever de l'argent et de l'envoyer, il y a toujours le « oh ». Mais est-ce qu'ils vont bien s'en servir? Est-ce que ça ne va pas être parti dans la corruption, etc. Alors, si on avait 500 milliards comme ça, qu'est-ce qu'on en ferait? Et de fait, cette question-là, elle a quasiment conduit à l'achoppement des négociations à la COP28 sur le fonds pertes et dommages. Bien qu'il n'y ait pas d'argent, il y avait déjà une grosse dispute sur comment gouverner ce pas d'argent. D'un côté, donc les pays riches étaient là de dire il faut que cet argent soit mis à la Banque mondiale où les votes le suffrage est censitaire en fait, plus on est riche, plus on a de voix. Donc de mettre un fonds à la Banque mondiale, ça veut dire en gros de faire diriger ce fonds par les pays riches, même s'il est à l'intention des pays pauvres, que la gouvernance soit forcément tiltée vers les pays riches, puisque c'est eux qui ont les voix. Donc ça c'était une extrême, États-Unis, Europe, etc. Les pays pauvres, de leur côté, vous dites, mais pas du tout, nous, on veut gérer cet argent nous-mêmes, il est à nous, puisque c'est votre contribution pour les dommages que vous nous avez infligés dans l'histoire et encore aujourd'hui. Évidemment, les pays pauvres ont perdu sur ce sujet, donc l'argent est à la banque, enfin le manque d'argent, le non-argent, est à la Banque mondiale. Les deux ont potentiellement des problèmes. D'un autre côté, à la Banque mondiale, il y a des comités qui ont des sous-comités, qui ont des tâches bien précises, et finalement, il y a plus d'argent dépensé en bureaucratie qu'en action, potentiellement. Plus, il y a vraiment cette question de la gouvernance démocratique, d'argent qui, en fait, n'appartient plus aux pays riches, une fois qu'il a été... De l'autre côté, vers les pays pauvres, on peut se dire, oui, mais est-ce que les gouvernements, il y a du bon grain et de livrer dans les gouvernements? Est-ce qu'ils seront capables de l'envoyer là où on en a vraiment besoin, etc. Donc là aussi, de même que sur la question du financement, je pense qu'il était important d'avoir une nouvelle idée sur comment ça pourrait être financé, entre obligation et volontarisme. Ici, il est important d'avoir une nouvelle idée sur comment ce serait dépensé. Et revenir peut-être... La motivation, c'est en termes de compenser les gens en perte de vie humaine, mais évidemment, une fois qu'on a perdu sa vie, il n'y a pas de somme d'argent qui peut nous compenser. Donc, pourquoi ne pas aller au plus proche de comment éviter le maximum de perte de vie humaine? Et comment on peut faire ça? Aujourd'hui, le meilleur moyen qu'on connaisse, c'est d'aider les gens financièrement. Donc, d'avoir les personnes pauvres sont très très peu assurées contre, il n'y a pas d'assurance qui vienne les aider quand il y a une vague de chaleur ou une inondation ou une autre catastrophe climatique. C'est pour ça qu'ils doivent continuer à travailler. Mais en principe, c'est justement à ça que sert la protection sociale. Donc pourquoi ne pas mettre en place un système international de protection sociale qui soit actionné par des chocs climatiques? Aujourd'hui, la technologie est telle qu'il est possible que chaque personne peut être reliée à un compte en banque, soit sur son téléphone, soit un compte en banque simple, sur lequel il est possible d'envoyer de l'argent. Ça s'est beaucoup fait pendant le Covid, même dans des pays extrêmement pauvres. Donc pourquoi pas avoir un système de règles en disant tant qu'il fait s'il y a plus de 2 jours à 35 degrés dans les 10 derniers jours, les gens sont immédiatement payés pour 10 jours de transfert, ce qui leur permettrait de ne pas travailler quand il fait très chaud, peut-être de déménager s'il y a une inondation, de se rafraîchir, etc. Donc ça, c'est première chose. Deuxième chose, parce qu'il y a des choses que les individus ne peuvent pas faire,
même chose, mais au niveau des communautés, que ce soit les villes, qui est des endroits qui, par exemple, qui peuvent avoir des structures d'accueil pour les gens qui ont froid, qui ont chaud, qui peuvent avoir besoin de digues, enfin de choses qui ne peuvent pas être faites individuellement. Et troisième chose, les gouvernements eux-mêmes, qui sont souvent les assureurs de dernier ressort de leurs pays pauvres, mais comme on l'a vu dans le cas du Covid, sont eux-mêmes pas assurés. Donc sont incapables, quand les chocs sont trop gros, ne peuvent pas faire face. Donc pour les pays les plus pauvres, vraiment les plus pauvres, ceux qui sont éligibles par exemple au transfert gratuit de la Banque mondiale, d'avoir un système pareil. Quand il y a une catastrophe climatique ou une vague de chaleur, il y a des transferts automatiques qui vont directement dans les budgets qui permettent à ces gouvernements de faire l'ajustement en plus des transferts directs dont j'ai parlé. Donc cet argent-là, ça ne permet pas aux gens de s'adapter de manière durable au changement climatique, mais ça leur permet de... C'est ce qu'on sait faire aujourd'hui, tout de suite, maintenant, pour sauver des vies dans les moments difficiles. Et par ailleurs, on pourrait garder une partie de l'argent pour aider toutes les communautés, de tout le monde, essayer d'inventer de nouvelles idées pour s'adapter plus durablement à des situations qui vont changer. Par exemple, comment cultiver au Niger quand il n'y a plus d'eau, etc. Et donc apprendre à faire ça de manière plus durable. Donc on peut, pour les 3 prochaines minutes, pourquoi cet effort est nécessaire? Le premier, je pense que ce n'est pas difficile de vous en persuader dans cette salle, c'est simplement parce que c'est notre responsabilité morale, c'est la justice, le sens de base de la justice, c'est des coûts que nous imposons au reste du monde par nos choix de consommation. Donc tant qu'on continue à vivre comme ça, il faut bien réparer nos erreurs autant qu'on peut. La deuxième chose, c'est que sans vraie compensation, il n'y aura pas de collaboration des pays pauvres sur les questions de climat et sur les autres questions de géopolitique qui pourraient nous intéresser par ailleurs. On l'a bien vu par exemple dans le cas de l'Ukraine, où les pays d'Afrique ne se sont pas précipités pour suivre les États-Unis ou l'Europe, en particulier parce qu'ils étaient extrêmement énervés de la manière dont il n'y a pas eu de solidarité internationale quand eux, ils en avaient besoin, par exemple pendant le Covid. Donc pourquoi le sens de... je crois que l'idée que les États-Unis sont bien placés pour donner un sens de justice et très clairement subi une érosion importante. Le fait que les vaccins n'aient pas été partagés pendant le Covid, alors que ça aurait été quelque chose de relativement facile à faire, je pense que ça a montré l'exemple qu'on n'était pas du tout prêts à travailler ensemble. Et donc, il n'y a pas vraiment de raison aujourd'hui que les pays pauvres se précipitent pour travailler ensemble sur l'atténuation. Or, la réalité, c'est quand même que les pays qui sont pauvres aujourd'hui, qui le deviendront moins, on l'espère, dans le futur, doivent choisir des chemins différents pour pouvoir, des chemins de transition énergétique, etc., différents pour pouvoir, pour réduire la taille du problème dans le futur. Cette collaboration, elle n'aura pas lieu s'il n'y a pas une compensation aujourd'hui pour les climats du changement climatique. Et la troisième raison, c'est que si le Bangladesh devient invivable, les gens partiront du Bangladesh. Aujourd'hui, on a très peur de la migration. En réalité, il y a très peu de gens qui migrent. Il y a 3% de gens qui migrent chaque année du monde. Et ces flux de migration produisent déjà des catastrophes politiques, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, exagérées, étant donné leur impact à ce que je pense. Mais si les gens, en fait, pourquoi il n'y a que 3% de gens qui migrent, malgré les très fortes différences de niveau de vie qui existent aujourd'hui? Parce que fondamentalement, tout le monde préfère habiter chez soi. Et les gens ne partent de chez eux que quand, à part des gens particulièrement curieux ou inventifs, etc., les gens ne partent en masse de chez eux que quand chez eux ne les laisse plus rester, quand les circonstances deviennent irrespirables, invivables. Donc, situation de guerre, par exemple, réfugiés syriens, mais situation de changement dramatique du climat pourrait amener à des situations comme ça.
qu'il ne me semble pas que nous soyons très réceptifs à ces flux. Donc même si c'était la seule raison, ce serait une raison importante à considérer. Je vais en rester là. Il y a encore une marge d'action, à la fois sur l'atténuation, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est vrai aussi, certainement sur l'adaptation. Il y a encore beaucoup de choses à faire parce que le changement climatique a commencé, mais il n'est pas arrivé. Donc c'est le moment de la saisir en essayant de faire des propositions et d'aller de l'avant là-dessus. Merci. Un, deux, ça marche. Merci beaucoup. Alors on pourrait dans un premier temps être assez désespéré quand même, mais vous nous dites qu'il reste une marge d'action. Alors voilà que s'ouvre maintenant notre temps d'échange, donc la possibilité de poser des questions, d'entrer en échange. Je vais poser une première question qui n'est sans doute pas simple. Voilà. On est aujourd'hui à un parterre de pasteurs, de ministres. Qu'est-ce que vous pourriez attendre des églises ? Sur ce sujet-là, le plus important, ce que peuvent faire les églises, le plus important, c'est de participer à l'éducation de vos ouailles, si j'ose dire, les jeunes et les moins jeunes. Parce qu'en fait, c'est seulement quand on a une connaissance de ces sujets, qu'on est sensible à ces sujets. Quand je dis on, c'est nous tous, hein, une action sera possible. Et après, chaque personne qui devient sensible à ces sujets peut décider quelle est la voie qu'il ou elle prendra pour apporter sa pierre. Mais je pense que ce que peut faire le plus important dans les paroisses, c'est de sortir la croix de l'autre côté et de dire ça se passe dans le vrai monde. Et en particulier les problèmes de gens qui habitent loin ne sont pas souvent très bien compris ou pas très bien appréhendés, pas forcément connus, ça peut faire peur, etc. Et donc c'est un lieu un peu privilégié de ce point de vue-là, les églises, pour faire ça. Voilà, peut-être tu t'approches ou alors on vient vers toi. Il y a deux méthodes. Merci pour votre exposé. Alors, j'ai une petite question. Le monde industriel s'est développé il y a environ 2 siècles avec la naissance du capitalisme et aussi l'arrivée de nouvelles technologies. Alors c'est quoi le capitalisme? C'est des mouvements de fonds entre des industriels qui produisent pour des masses et une masse qui doit répondre à ces mouvements de fonds. Alors un des premiers produits qui a été développé avec l'arrivée de l'électricité, c'était l'ampoule électrique. Alors on a produit des ampoules électriques pour répondre à tous les besoins. Et puis à un moment donné, on s'est rendu compte que cette ampoule électrique qui était produite pour la masse ne pouvait plus être produite puisque la masse l'avait acquise. Alors on a inventé la notion d'obsolescence programmée, puisque pour qu'on puisse continuer à produire des ampoules électriques, il fallait que les ampoules électriques aient une durée de vie
non pas éternelle ou presque éternelle, mais une durée limitée. Donc notre économie est basée depuis ce moment-là, pour tous les produits que nous achetons, sur cette notion d'obsolescence programmée. Admettons que nous venions à doubler la durée, ce qui n'est à mon avis pas difficile, de vie de tous nos produits. On réduirait forcément la production de gaz carbonique. D'autre part, on ferait des économies, ce qui pourrait peut-être permettre de transmettre cet argent ailleurs, etc. Prenons un exemple. Je termine. Prenons un exemple. Nous brûlons du verre au lieu de le laver pour le recycler. Pourquoi est-il possible que le législateur impose des règles, des contrôles pour que nos produits puissent durer? Nos photocopieurs sont remplacés au bout de 5 ans, juste puisqu'on ne trouve plus les pièces. Les voitures ont une durée de vie de 10 ans puisqu'on ne trouve plus les pièces, juste puisqu'il n'y a pas de cadre légal à ce propos. Un cadre légal qui imposerait une baisse de la production juste pour donner une durée de vie à nos produits. Alors, effectivement, l'obsolescence programmée est un des facteurs de production, d'émissions, etc. Ce que la question pose, c'est une question intéressante, c'est comment, une fois qu'on a identifié un problème, alors, et la source du problème étant le besoin la source de profit des entreprises, c'est de proposer de nouveaux produits tout le temps. Une fois qu'on a identifié ça, la question c'est comment on canalise, puisque les entreprises, quand même essentiellement les entreprises sont dirigées vers faire le maximum d'argent possible dans le cadre légal en restant dans la loi si possible. Comment on peut orienter ces entreprises? Donc ça s'applique à l'obsolescence programmée, ça s'applique au mode de production, ça s'applique à la junk fashion, ça s'applique à des tas de sujets similaires. Aux voitures thermiques versus électriques, etc. Et même dans l'électrique, comment les batteries se font. Les entreprises, disons, c'est un peu, je caricature un peu, mais ça va toujours être, je veux faire ce qui va m'amener le plus de profit possible, puisque je suis responsable devant mes actionnaires, dans le cadre qui m'est indiqué par la loi. Donc après, il y a à nouveau pour caricaturer, il y a deux manières d'avancer. Une qui est favorisée par les économistes en général, même pas forcément dans cette catégorie, c'est de dire il suffit de mettre un prix sur les émissions de carbone, donc c'est la taxe carbone, et si les émissions de carbone sont très taxées, en particulier si on les taxe par exemple à leur prix, à leur vrai coût social, donc $200 par tonne de carbone par exemple, les entreprises vont réfléchir à 2 fois avant de faire des choix qui ont des grosses implications coût de carbone. Donc, au lieu donc, par exemple, Evian va donner des bouteilles en verre et va les ramasser au lieu de les fondre. Et donc, on espère que par le prix, le prix donnera le bon signal aux gens. Et si on arrivait à avoir un prix du carbone qui est suffisamment élevé, on s'en sortirait comme ça. Et c'est la méthode qui existe. Enfin, c'est le choix politique qui a été fait au niveau de l'Europe. On n'a pas un prix du carbone à $200 la tonne, mais enfin, on augmente peu à peu le prix du carbone. Du coup, ça crée un problème d'équité parce que
il y a des gens qui payent les consommateurs forcément finissent toujours par payer cet impôt carbone, sauf s'ils arrivent à limiter leur propre consommation de carbone, mais parfois c'est très difficile. Par exemple, quelqu'un qui habite dans la campagne en Alsace, il est bien obligé de conduire sa voiture. Donc il y a des problèmes de redistribution forts dès qu'on a une taxe carbone, qui en principe dans le monde pur et parfait des économistes est réglée par la redistribution, mais dans le monde imparfait politique dans lequel on existe, n'est pas réglé par la redistribution. D'où une opposition forte à la taxe, au prix sur le carbone. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire si on ne peut pas mettre un prix sur le carbone pour les raisons que j'explique? Dans ce cas-là, effectivement, l'alternative, c'est les régulations. Donc on dit, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas avoir des voitures qui polluent trop, et on peut tout à fait avoir des régulations qui interdisent l'obsolescence programmée ou qui pénalisent les entreprises qui ne réparent pas, ou qui interdisent les sacs en plastique, etc. Donc en Europe, donc justement, on a un peu un prix sur le carbone et on a pas mal de régulations aussi. Mais là, le problème politique auquel on se heurte, on l'a bien vu lors des manifestations contre les agriculteurs, c'est il y a trop grève, on n'y arrive pas, etc. Et c'est un discours qui est repris même par nos dirigeants. Donc bon, si d'un côté on ne veut pas d'un prix sur le carbone et de l'autre on ne veut pas de régulation, dans ce cas-là on peut pas faire de progrès, parce qu'il faut bien que ça vienne d'un moment ou d'un endroit ou à un autre. Donc à nouveau, extrêmement bonne idée, mais la raison pour laquelle il n'y a ni un prix sur le carbone qui est suffisamment élevé, ni les régulations qui permettent d'éviter l'obsolescence programmée ou d'autres choses qui sont mauvaises pour l'environnement, c'est parce que la demande politique est trop faible. Donc finalement, ça se passe dans les urnes. Alors, il y a un micro qui est passé derrière, donc vous levez la main. Voilà. Moi, je me posais juste une question par rapport... là, vous avez parlé de ce qu'on pourrait limiter, mais je me posais la question de savoir ce qu'on pourrait favoriser. En fait, par exemple, justement, en donnant des taux d'intérêt plus intéressant pour les entreprises qui rentrent dans une démarche écologique, en fait, dans le cadre de la taxonomie européenne, par exemple. Ah oui, je pense que ça existe déjà dans une certaine mesure. Et c'est une bonne chose. La difficulté qu'on a là, pour l'instant, c'est on n'a pas un super bon outil pour le bilan carbone. Donc dès qu'on a des possibilités d'être récompensé pour un bilan carbone plus favorable, il y a une industrie d'auditeurs qui peuvent vous proposer des moyens plus rapides d'arriver à un bilan carbone plus favorable. Donc, et en particulier le rachat de projets, disons, qui soi-disant réduisent le carbone quelque part d'autre dans le monde. Donc un des travaux qui est vraiment qui est en train de se faire, c'est pas tout ce qui est... En fait, l'Europe est, en ce qui concerne l'atténuation, l'Europe est, en tout cas jusqu'à ces élections-là qui vont arriver maintenant, qui sont un petit peu inquiétantes du point de vue politique, mais l'Europe est plutôt dans une trajectoire très positive, avec une réduction des émissions autant que possible. À nouveau, c'est les émissions de production, ce n'est pas les émissions de consommation qui dépendent de nos choix à nous, mais favorisées en particulier par ce genre de choses. Ce serait plus efficace si les systèmes de comptabilisation du bilan carbone étaient plus uniformisés, plus acceptés, etc. Mais c'est certainement une possibilité. Oui, merci beaucoup pour votre parole forte et courageuse et de nous rendre mal à l'aise face à des choses
qui me mettent mal à l'aise. Et moi, ma question vous fait peut-être sortir un petit peu de votre espace d'économie et de politique, mais elle est importante pour moi, c'est la question des émotions. Parce que ces thèmes-là, ils créent des émotions très fortes, créent des émotions pour nous, qui sommes les personnes privilégiées dans l'histoire, et créent des émotions aussi, j'imagine, pour les personnes plus pauvres. Vous avez parlé plusieurs fois de la colère dans votre exposé. Et donc ma question, c'est un peu quelle place ont les émotions dans ces débats? Est-ce que quand on se rencontre sur des COP ou des rencontres comme ça, on s'anesthésie les émotions pour parler chiffres? Ou est-ce qu'il y a de l'espace pour se mettre en colère ou pour ressentir différentes choses? Voilà, ça m'intéresserait. Merci. Je ne suis jamais allée à une COP, donc je ne peux pas vous dire s'il y a de la place pour les émotions. Oui, la question justement de comment gérer les émotions de manière productive commence à être un sujet d'intérêt. J'ai des étudiants qui ont fait un projet de recherche pour voir si elles pouvaient, comment encourager des jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, à s'engager dans des actions pour le climat, donc en particulier envoyer des emails à leurs représentants au Congrès, etc. Et elles ont essayé 2 stratégies pour les mettre, pour voir quelle était la plus efficace. Donc la première, elles ont informé les participants sur le succès de Inflation Reduction Act, qui est un énorme succès législatif de l'administration Biden, qui est quand même le premier acte à canaliser beaucoup d'argent vers une transition verte aux États-Unis. Et donc le premier acte, c'était de dire, voilà, ils ont quand même réussi à faire passer l'Inflation Reduction Act, et c'est voilà ce qu'on attend en termes de réduction d'émissions grâce à ça, etc. Et donc la moitié de leurs participants ont eu ce discours-là, donc chiffres, rationnels, etc. L'autre moitié, elles ont écrit une petite histoire sur quelqu'un dont le chien meurt de chaud, et qui, au lieu de se décourager, enfin commence par être découragé, mais finalement décide de commencer une manifestation, commencer un petit mouvement de manifestation pour le climat. Et grâce à cette manifestation, quelque chose se produit. Voilà. Donc ça, c'était les deux. Donc le premier faisait appel à la rationalité, le deuxième plus donc l'émotion avec cette histoire. Et ce qu'elle montre, c'est que les gens font beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus, genre 4 fois plus, je crois, de chances d'écrire. Donc après, il leur donne une occasion d'écrire à leurs représentants du Congrès. Ce n'est pas une action qui est très coûteuse, mais enfin, ça montre quand même un intérêt. Et les gens ont beaucoup plus de chances de le faire après avoir écouté l'histoire du chien. Donc ça montre que c'est très important de laisser les émotions s'exprimer. Peut-être une chance si on se met à aboyer, c'est bien. Alors, il y a beaucoup de bruit de fond, je me permets de le dire. On a du mal à entendre ici. Donc, ça serait important que ceux qui veulent circuler ou ont besoin de circuler le fassent tranquillement. Et on va prendre bien les questions. Oui, bonjour pour votre intervention. Moi, la question que je me pose, c'est une fois que les fonds arrivent dans les pays en développement, est-ce qu'on est prêt aussi à mettre en place des transferts de compétences? Parce que les pays n'ont pas tous la même capacité d'absorption, donc ils ne vont pas pouvoir investir efficacement dans leur aide. Est-ce qu'on est prêt à mettre en place des agences qui seront là de manière permanente avec des ingénieurs parce qu'ils n'ont pas de budget dans les recherches et développement et donc et lutter efficacement? Et la question aussi de la corruption et de la démocratie. Si on confronte cette carte mondiale avec la démocratie et l'indice de perception de la corruption, on voit que les pays, le PIB par habitant le plus faible est toujours corrélé avec les pays où l'indice de perception de la corruption est très faible. Et donc, comment est-ce qu'il y a aussi des lois internationales qui vont permettre de renforcer la démocratie et l'état de droit dans ces pays-là? Justement, cette idée, transfert de compétences, corruption, etc., c'est vraiment la position des pays riches sur cette affaire en disant oui, on va vous envoyer des ingénieurs, les nôtres de préférence,
et bien contrôler ce que vous faites de l'argent, parce que comme ça, il sera pas perdu. Et c'est un petit peu la position, disons, traditionnelle, un peu paternaliste des pays riches vis-à-vis des pays pauvres. Et il y a du vrai, hein, mais il y a aussi beaucoup de corruption dans les pays riches. Et je pense qu'on va trop vite quand on dit « Ah ben non, on ne peut pas donner la responsabilité de ces fonds soit aux gens, soit aux… » Donc c'est un petit peu pour ça que j'ai proposé c'est proposer qu'une grosse partie des fonds aille directement aux gens. Parce que les gens, là on a des tas de recherches là-dessus, ils savent très bien quoi faire de l'argent, ils savent très bien s'en servir, ils ne le gaspillent pas du tout. La protection sociale de la même qu'on a aussi chez nous, hein. La protection sociale sauve des vies et des moyens de survie, les deux. Se fait sans overhead, sans financer des ingénieurs qui viendraient du Nord, sans financer des produits qui viendraient du Nord, etc. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, si on se pose cette question-là, il faut vraiment commencer par ça. Et aussi réagir un peu contre notre instinct de toujours voir la corruption ailleurs. Par ailleurs, je crois que c'est très important effectivement qu'il y ait plus de connaissances qui émergent sur comment s'adapter à cette nouvelle terre que nous avons, qui est de plus en plus chaude, certaines régions deviennent invivables, impraticables, etc. Mais c'est une recherche qui en fait n'a pas été faite, parce que la plupart des recherches qui existent dans les pays riches, elle est adaptée aux problèmes des pays riches, que ce soit les recherches technologiques, que ce soit les recherches médicales ou que ce soit les recherches agronomiques. Donc il faut des recherches qui soient centrées dans les pays pauvres. Et pour ça, il faut deux choses. Il faut effectivement du capital humain, mais qu'on n'a pas besoin d'exporter, hein, qu'il faut créer en soutenant les universités pour créer des étudiants, pour que la connaissance vienne, émerge des endroits où on en a besoin. Et d'autre part, financer cela aussi avec des fonds de recherche qui iraient directement à des projets qui pourraient venir, que ce soit d'universités locales, de la société civile ou de partenariats. Il y a des exemples. Il y a un exemple en France qui s'appelle le Fonds pour l'innovation et le développement, qui est ouvert à la candidature de n'importe qui, n'importe où. Et qui a reçu Mais pour quoi faire? Pour proposer des innovations. Donc soit si c'est qui sont potentiellement mises à l'échelle, qui ont le potentiel d'être mises à l'échelle pour aider beaucoup de gens. Donc ce n'est pas pour financer un hôpital, c'est pour financer une innovation qui peut faire une différence sur la vie de beaucoup de gens. Donc, un exemple du Fonds pour l'innovation et le développement, c'est au Niger, où il y a de grandes zones qui sont complètement arides. Il y a une technologie qui consiste à faire des grands trous en forme de demi-lune, les uns à côté des autres, qui permet de récolter les eaux de pluie. Donc c'est une technologie qui existait, mais les gens avaient l'idée que ça pouvait se faire. Et il y a un projet qui a été financé, qui vient du Niger, mais avec aussi la coopération de chercheurs des États-Unis, pour montrer qu'effectivement, quand les gens le font, ça conduit à une régénération des sols, une augmentation de la productivité, plus forte de résilience vis-à-vis du climat. Donc ce genre de projet, il n'y en a pas assez. Et donc effectivement, une partie de l'argent peut être dédiée à inventer de nouveaux moyens de survivre dans ce monde plus chaud. Mais je pense qu'il ne faut pas l'aborder en disant on va leur envoyer des experts qui vont leur expliquer, mais comment favoriser une recherche qui parte vraiment localement. J'ai été particulièrement choquée par ce chiffre que vous avez donné des 6 millions de morts par an dus au changement climatique. Je me dis que dans notre monde pur et parfait des églises, c'est complètement inacceptable et inadmissible et il faut faire quelque chose. Mais j'ai l'impression aussi que, un petit peu avec ce que vous disiez sur la cruauté du changement climatique, pour beaucoup de gens, finalement, il peut y avoir une réflexion très cynique de se dire que c'est
plutôt dans notre intérêt qu'il n'y ait pas trop de personnes sur cette planète. Alors j'aimerais bien pouvoir leur répondre de façon aussi rationnelle que voilà, ce que vous avez pu faire pendant cet exposé, et vous demander si l'exposé que vous nous avez donné prend en compte cette donnée de l'augmentation de la population mondiale, et voilà, comment est-ce qu'on peut répondre à cette inquiétude-là? Je ne pense pas qu'il faut moins de gens dans notre planète. Je pense que s'il y a un trend démographique pour lequel il faut être inquiet, c'est le fait que justement la fertilité est en train de s'effondrer, non seulement dans les pays riches où elle s'effondrait depuis longtemps, puis en Chine où elle n'arrive pas à reprendre, mais maintenant aussi un peu dans le reste du monde, que la population de la Terre vieillit ou va vieillir. Quand la population de la Terre commencera à diminuer au lieu d'augmenter, là on aura vraiment des soucis à se faire, pas vis-à-vis du changement climatique, ça fera moins de personnes qui respirent, mais vis-à-vis simplement de l'équilibre entre les générations, du fait de la masse de gens qui sont en état de travailler, de population jeune, pour soutenir une population plus âgée. Donc c'est vrai qu'on vit dans un... Peut-être aussi, c'est un autre des truismes où il y a trop de gens, de toute façon, en Afrique. En fait, on est... les trends démographiques, pas à cause du climat, mais à cause simplement de l'équilibre des âges, on aborde un moment où le problème démographique principal, c'est que la population va diminuer. Donc je ne pense pas que perdre 6 millions de personnes par an va nous aider dans cette trajectoire. Il nous faut des jeunes gens. Merci beaucoup pour le mécanisme dont vous venez d'expliquer, qui favorise l'immigration en Europe. Ma question est est-ce que l'immigration provoque ou est-ce que l'immigration bouffe exactement la richesse en France? Voilà. Non, il y a beaucoup de données là-dessus qui montrent que même des vagues importantes de migration, par exemple, historiquement, les réfugiés cubains qui sont arrivés à Miami, plus récemment, les Syriens qui sont arrivés en Allemagne, de manière encore plus ancienne, les pieds noirs qui sont revenus massivement en France. Ça produit donc des grosses vagues de migration assez localisées. Donc on pourrait penser que s'il y a un endroit où l'immigration pourrait vraiment faire pression sur les économies locales, ce serait là. Et en fait, on trouve quasiment pas d'effet, ni sur les salaires, ni sur l'emploi. La réalité, c'est que les migrants font des travaux que personne d'autre ne veut faire, que les immigrants sont jeunes et donc payent les retraites des personnes plus âgées. Donc en fait, la contribution nette des immigrants à la sécurité sociale est positive. D'une part, ils ont des enfants, donc ils reçoivent des bénéfices de ce côté-là, mais d'autre part, ils payent les retraites, donc ils payent au système. En moyenne, en fait, la contribution des migrants au système de protection sociale est positive. Et évidemment, sur l'économie dans son ensemble, c'est pas qu'il y a une tarte d'emploi à se partager entre nous. Les migrants font des jobs que personne d'autre ne veut faire, libèrent ou que peu d'autres gens ne veulent faire, et justement libèrent des énergies pour faire d'autres choses, etc. Donc au total, il y a les effets de l'immigration sur les économies, en tout cas au niveau qu'on a aujourd'hui, sont plutôt positifs que négatifs. Vous avez montré de façon magistrale comment le changement climatique impacte donc les plus pauvres de cette planète. Est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose sur la condition des femmes dans le monde? Est-ce qu'elles sont particulièrement impactées et comment par ces changements climatiques, notamment les chaleurs extrêmes? Biologiquement,
Je crois qu'il n'y a pas une différence énorme entre la réaction des femmes et la réaction des hommes. Au point de vue, mais après, il n'y a pas évidemment tout l'effet ensuite médiatisé par les positions sociales, ce que font les gens, etc. Et là, pour être honnête, je ne sais pas s'il y a des différences. Je ne sais pas quelle est la différence en moyenne. Je pense que ce serait faisable de le calculer, mais je n'ai pas vu ce résultat. Alors, on pourrait penser que ça va dans les deux sens, parce que d'un côté, les hommes ont plus de chances de continuer à travailler dehors, même quand il fait très chaud, et d'un autre côté, les femmes vont chercher l'eau, etc. Donc je ne sais pas finalement comment ça s'équilibre. On le lit, hein, on lit toujours les femmes sont les plus affectées, mais on lit toujours que les femmes sont les plus affectées. Et je ne sais pas s'il y a je n'ai pas vu vraiment d'études qui le montrent de manière extrêmement significative. Alors, on prend les 2 dernières questions. Oui, moi j'ai une question sur l'anthropocentrisme du débat, sur l'urgence climatique. Est-ce que la question de l'urgence climatique ne se pose que parce qu'elle affecte l'humain ou parce qu'elle affecte la nature de façon générale? J'ai comme l'impression que dans le débat public, la question se pose surtout, ou même seulement, parce qu'il y a des pertes en vies humaines. Vous connaissez certainement l'expérience de pensée du dernier homme de Richard Sylvan Rutley, qui dit que si j'étais, moi, le dernier homme à vivre sur Terre, est-ce que j'aurais le droit, finalement, de tout faire, de faire n'importe quoi? Est-ce que reconnaître à la nature une valeur en soi n'aiderait pas à changer les choses, bien plus que l'anthropocentrisme sur cette question? Merci. Alors ça dépasse un peu disons, mon cadre. Enfin, comme question, ça dépasse un peu ce que moi je fais. Moi, je travaille sur la pauvreté, sur les politiques publiques vis-à-vis des plus pauvres et sur l'impact. Donc, mon travail à moi, il est sur les hommes. Mais après, j'espère que vous n'allez pas sortir d'ici en disant que je vous ai dit tout ce qu'il fallait savoir sur le changement climatique. Parce que de toute façon, je ne vous ai pas dit tout ce qu'il fallait savoir sur le changement climatique. D'abord, j'ai parlé que d'adaptation, pas du coup d'atténuation. Donc, ni de comment arriver à atténuer. Enfin, on a un petit peu parlé dans la discussion, mais pas du tout dans mon exposé, ni pourquoi. Donc, je ne me suis pas prononcée là-dessus. Je n'ai pas d'expertise non plus là-dessus, d'ailleurs. Hein. Mais c'est une discussion que... le fait que je n'en ai pas parlé ne préjuge de rien sur ma réponse à cette question. Ah bah, ça tombe très bien, justement, parce que moi, je voulais vous poser la question sur l'atténuation, justement. Parce que vous avez proposé beaucoup de choses très intéressantes, mais ça me paraît quand même être énormément d'efforts pour gérer des externalités, alors qu'on pourrait régler le problème peut-être à la racine, de manière plus radicale, au sens plus fondamental. Parce que sur tous les sujets, la différence nord-sud, la richesse du Nord s'est construite sur la pauvreté, c'est pas juste un hasard. Si on est riche, c'est parce que les autres sont pauvres. Alors je ne sais pas comment ça se prononce, mais moi j'ai trouvé ça chez David Harvey. Je ne sais pas ça, David Harvey, quelque chose que je ne sais pas le dire. Voilà, pardon. Ou dans le temps, là, il y a un Belge, David Van Reybrouck, qui a parlé de colonialisme du futur. Donc là, on est en train aussi, si on est riche aujourd'hui, c'est parce qu'on appauvrit les générations suivantes. Donc il y a des inégalités comme ça qui permettent finalement notre richesse. Et qui, comme vous l'avez montré de manière parfaite, enfin, c'est ce qui cause aussi le changement climatique. Et puis même dans les sociétés, vous avez parlé de la manière dont il fallait convaincre les populations pour que les gouvernements soient convaincus, pour que justement ces systèmes-là se mettent en place pour limiter les conséquences du changement climatique. Là, il y a un essai d'un sociologue, je viens d'éteindre mon téléphone, je suis très mauvais pour les noms, qui s'appelle Jean-Baptiste Combi, qui vient de publier un article justement sur écolo mais pas trop, comment les classes sociales réagissent face aux demandes de changements sociétaux pour que le changement climatique s'arrête. Et il montre bien que le problème, c'est la concurrence entre les classes sociales. Tant qu'on restera dans un système où il y a une concurrence entre les classes sociales, où il y a une concurrence entre telle partie du monde, entre telle génération et telle génération, on mettra des pansements sur des jambes de bois. Be my guest. Effectivement, je n'ai pas entendu dans votre
dans votre proposition. Enfin, j'ai pas entendu dans votre question, j'ai pas entendu quelle est la proposition pour faire ça. Je suis pas du tout contre de réfléchir à ces sujets, mais c'est vrai que moi, mon approche, moi aussi, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de cancer, pas de changement climatique, de l'égalité complète entre les hommes et tout ça, mais en attendant, une grosse partie de mon travail et de mon action, elle est dans l'ici et le maintenant. C'est pour ça que je travaille vraiment, la plupart de mon travail, c'est des projets extrêmement locaux, l'efficacité d'une mesure contre un problème qui affecte les gens qui sont dans la pauvreté. Donc c'est vrai que c'est pas une approche c'est pas une approche qui touche en fait, c'est pas une approche qui touche le système. Là, en quelque sorte, ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, pour moi, c'est déjà une aventure dans les politiques plus larges, qui est déjà loin disons, ma zone de confort habituelle, qui est de travailler dans le micro, le local, etc. Alors, ça ne veut pas dire à nouveau que je ne trouve pas que ce soit important, mais il me semble que pendant qu'il y a des gens qui réfléchissent à ces questions-là, il est aussi important qu'il y a des gens, et moi j'en fais partie, qui s'attaquent, disons, à ce qu'on pourrait appeler la plomberie de l'ici et maintenant. Est-ce qu'on peut concrètement apporter des changements réels et importants et mesurables aux conditions de vie des plus pauvres de la Terre? Et ça n'empêche pas de réfléchir par ailleurs. Est-ce qu'il pourrait y avoir des solutions plus structurelles qui changeraient tous ces projets? Je suis de ceux qui pensent que ça n'empêche pas. Il y a des gens un peu... Il y a une position, il y a toujours eu cette opposition réformiste, révolutionnaire qui dit qu'il vaut mieux pas du tout améliorer les conditions de vie des gens parce que ça pourrait ralentir la révolution. C'est vrai qu'il y a toujours ces positions-là, mais ma position profonde, c'est que si les gens sont en vie, s'ils sont éduqués, s'ils sont en bonne santé, ils ont plus de chances de faire partie de la solution que vous appelez de vos voeux. Et donc moi, mon champ d'action, il est placé là. Mais à nouveau, de la même manière que la biodiversité, c'est important, même si j'en ai pas parlé aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je trouve pas que c'est formidable que d'autres gens réfléchissent de manière plus systémique et se posent des questions plus ambitieuses. Alors je vais essayer de clôturer ce temps en disant que votre conclusion finale, ça me fait penser au moment de la théologie de la libération, où on parlait en théologie de péché structurel. C'est-à-dire, tout est lié, et effectivement, quand tu manges ta banane à un prix pas équitable, tu opprimes sans le vouloir, et tu nourris un système injuste. Alors, il y a tout ce maillage, on est un tout petit rouage et on se sent impuissant. Et après, il y a votre idée de la plomberie, qu'on aime tous beaucoup, qu'on connaît, c'est-à-dire les actions concrètes, et ça nous parle quand même tous. On est dans une religion de l'incarnation et on se dit qu'il faut agir. Vous avez terminé en disant qu'on avait une marge d'action et qu'il y avait un bon moment pour agir. En théologie, le bon moment, on l'appelle le kairos. Et ce kairos, il nous vient de la mythologie grecque, c'est un demi-dieu. Il a une touffe de cheveux sur la tête et on dit que quand il passe, soit tu saisis l'occasion, c'est-à-dire tu le chopes à la touffe, soit tu laisses passer l'occasion. Donc ce qui nous est dit là, c'est que là où nous sommes, que ce soit la structure église, où chacun d'entre nous, il y a peut-être des occasions à saisir. Et terminer avec une parole qui n'est pas de nous, mais qui nous porte, le Christ qui dit qu'il est venu donner la vie et la vie en abondance. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on ne peut pas nous prospérer simplement en se disant nous on l'a, tant pis pour ceux qui ne l'ont pas. Nous devons la partager. Donc pour vous remercier de petites choses, ce n'est pas l'abondance,
mais de la nourriture spirituelle et puis de la nourriture plus concrète. Voilà, merci beaucoup à vous.